Voilà, bonsoir François Hesbourg. Merci d'être sur le plateau de BFM TV. Dans un instant, on retrouvera tout à l'heure Claude Bartolone qui est en direct du Parti Socialiste avec nous. Vous êtes conseiller spécial à la Fondation pour la recherche stratégique. Vous avez écrit plusieurs livres, dont un évidemment sur la nouvelle génération du terrorisme, Al-Qaïda. Est-ce que ça vous a surpris, cette revendication aujourd'hui par Al-Aqmi, Al-Qaïda et Maghreb islamique, du rapt des deux Français ? Et pas de l'assassinat. Hein. Dans une certaine mesure, j'ai été surpris, mais il semblerait qu'il y ait une explication relativement simple, qui est que la personne qui aurait été responsable de l'enlèvement, c'est-à-dire Belmokhtar, n'est pas franchement en odeur de sainteté avec le principal cheikh agissant au sein de l'Al-Aqmi dans la région, à savoir Abu Zaïd, qui retient les 5 otages. Darlit Belmokhtar est un personnage très controversé, réputé s'être livré à des trafics plutôt qu'au djihad. Et un de ses sobriquets parmi ses concurrents, si j'ose dire, au sein de l'Al-Aqmi, c'est Mr. Marlboro. Mr. Marlboro, donc ça veut dire qu'il faisait du trafic de cigarettes. Voilà, il fait du trafic de cigarettes, entre autres choses. Voilà, vous me parlez donc de ces Mokhtar Ben Mokhtar qui, selon un certain nombre de sources, seraient le commanditaire du rapt. Voilà. Alors que par ailleurs, il y a un autre réseau qui est dirigé par Abu Zaïd et c'est celui qui détiendrait nos autres otages, les salariés notamment d'Areva. Il semblerait donc qu'il y ait un peu de concurrence entre les différents acteurs, entre les différentes katibas de l'Aqmi. C'est-à-dire les groupes. Et donc, ceci explique peut-être le retard à l'allumage en ce qui concerne la revendication. Alors, Jean-Claude Marin, donc, le procureur, s'est exprimé tout à l'heure. On va l'écouter. Il a donné quelques détails sur l'autopsie et sur la situation, effectivement, des 2 otages français. La mort entre soit dans le cadre des suites des brûlures extrêmement importantes qui ont été constatées sur le corps. Enfin, il n'est pas exclu que l'un, en tout cas des 4 premiers constatations sur des impacts de munitions sur le corps, ait pu être la cause de la mort. Voilà, donc il y en a un des 2 évidemment qui aurait été tué à bout portant et l'autre qui aurait peut-être été tué par ces brûlures ou bien, voilà, on ne connaît pas les détails et ça vous paraît même difficile, vous me le disiez à un instant, d'être assez affirmatif sur ces... Une autopsie, ça ne donne pas des résultats instantanés. Hein. C'est un petit peu comme, j'allais dire, lorsque vous allez à un laboratoire d'analyse, vous n'avez pas toujours tous vos résultats immédiatement. Il faut faire des expertises balistiques. Qui a tiré quoi sur qui? Quelle balle, oui. Quelle balle? Et s'il y a eu des signes de brûlure qui donnent l'impression que la personne ait pu être exécutée à bout portant, encore faut-il en faire l'analyse chimique. Ce n'est pas non plus instantané. Donc, je veux dire, je trouve sympathique que le procureur communique dès qu'il les obtient les premiers résultats de l'autopsie. Mais bon, pour paraphraser Napoléon, la communication de crise, c'est un art difficile et tout d'exécution. Il faut tenir la distance. Est-ce qu'à votre avis, on a assisté là à une opération française d'un nouveau genre qui montre une nouvelle stratégie de la France aujourd'hui face à Al-Qaïda, Maghreb islamique, et qui aurait en partie échoué, évidemment, puisque hélas, les 2 jeunes hommes ont péri. Alors, il y a 2 questions. Sur la seconde, oui, l'opération a été un échec. Nos 2 compatriotes sont morts à l'occasion de cette opération et c'est une tragédie. Est-ce qu'il y a eu un changement de stratégie? Oui. Le changement de stratégie a été annoncé par le président de la République au mois d'août dernier à la conférence, dans son grand discours à la conférence des ambassadeurs. Il indiquait que les premières opérations militaires franco-mauritaniennes autour du sort de M. Germano constituaient un point tournant, qu'on allait changer de registre. Et, je paraphrase, le paiement de rançon n'allait plus... ce n'était, dans le cas de l'Aqmi, ce n'était plus l'alpha et l'oméga de la gestion des crises d'otages. Et dans les mois qui ont suivi, le dispositif militaire a été mis en place, bien sûr déjà en Mauritanie, mais aussi au Niger, également au Burkina Faso. Et on l'a vu se déployer au cours de cette opération, c'est-à-dire hélicoptères, parachutistes,
djihadistes et tout ceci dans le cadre d'une opération militaire montée extrêmement rapidement. Or, on ne monte pas une opération militaire complexe de ce type si on n'a pas déjà tous les moyens sur place et avoir fait, j'allais dire, un peu de travail d'état-major de préparation. Le malheur est que cette opération a échoué. En tant qu'analyste, je considère que le changement de stratégie est en soi légitime, car tout ce que l'on a vu au cours des derniers mois, c'est une AQMI à qui il suffisait littéralement de faire son marché sans tirer un coup de feu pour prendre des otages au moment et à l'endroit où il choisissait, d'abord à Arlit et puis l'autre jour à Niamey. Il était clair que l'ancienne façon de procéder n'était peut-être pas la meilleure, mais la nouvelle, elle n'a pas encore fait ses preuves. Est-ce que ça veut dire qu'on est maintenant en première ligne en face de l'AQMI, enfin de Al-Qaïda Maghreb islamique, et de façon claire et nette que d'une certaine façon, cette stratégie, elle est extrêmement dangereuse pour tous les Français en Afrique maintenant? Ce qui est dangereux pour les Français en Afrique, ce sont les exactions de l'AQMI. La nouvelle stratégie est une réponse à ces exactions. Donc là, pour le coup, je pense qu'il faut vraiment renverser l'ordre des facteurs. Cela étant dit, vous avez raison, la France est en première ligne. Al-Qaïda considère que la France est en première ligne et Al-Qaïda centrale, pas simplement Al-Qaïda Maghreb islamique. Ben Laden s'est exprimé sur la priorité à donner, si j'ose dire, à la France. Et quant à l'AQMI, nous sommes clairement l'adversaire principal. En soi, ça j'ajouterais, pour le coup, ce n'est pas nouveau. L'AQMI a deux ennemis principaux, l'État algérien et la France. On va retrouver Claude Bartolone. Merci beaucoup. Vous êtes depuis le Conseil régional d'Île-de-France en direct avec nous. La réaction de François Hollande notamment et du Parti socialiste dans les jours qui ont suivi cette opération ont été solidarité avec le gouvernement. Est-ce que ce soir, vous vous posez des questions sur le déroulement de l'opération? Vous trouvez qu'elle est trop floue? Vous demandez encore plus d'explications au gouvernement? Je pense qu'actuellement, on assiste de la part de la justice française à la mise sur la table des différentes preuves qui sont entre leurs mains. Mais malheureusement, même si cette intervention aboutit à la mort de nos deux compatriotes, je pense que, compte tenu des tensions qui existent dans cette partie du monde, c'était une opération qu'il fallait tenter. Et je ne voudrais pas faire de polémique sur une histoire comme celle, malheureusement, qui est arrivée à nos deux compatriotes. Alors cette région, Claude Bartolone, vous la connaissez, on va aller un petit peu plus loin et on va parler de la situation en Tunisie, puisque vous connaissez bien la Tunisie et aujourd'hui, ce soir, la situation s'y est encore plus dégradée. Le président Ben Ali doit s'adresser aux Tunisiens, mais il y a eu encore des morts, notamment dans la capitale. La ville touristique d'Hammamet est soumise à des pillages, à des exactions et il y a aussi des manifestations. Est-ce que vous avez le sentiment que François Fillon, qui aujourd'hui a dit que l'usage de la force était disproportionné, est-ce que cette réaction française vous suffit? Je pense qu'il faut être très clair. Il faut que le gouvernement français fasse savoir que rien ne peut justifier la mort de Tunisiens. Et quelle que soit la complexité de la situation sociale que connaît la Tunisie actuellement, même si aujourd'hui l'on voit cette crise sociale aboutir à une crise de régime, rien ne peut justifier la mort de ces dizaines de Tunisiens qui semblent être annoncés et confirmés par les différents observateurs. Est-ce qu'il y a une crainte de contagion islamiste, entre guillemets? C'est-à-dire qu'on a dit beaucoup, le régime de Ben Ali nous protège de l'islamisation. Aujourd'hui, ça semble être vraiment une rébellion de jeunes diplômés et une demande de liberté et d'égalité. Est-ce qu'il y a des risques à ce mouvement? Pour l'instant, il n'y a aucun signe dans les émeutes, dans les manifestations qui ont eu lieu d'une quelconque coloration islamiste. Donc pour l'instant, ce risque-là n'est pas avéré. J'ajouterai une chose à ce qu'a dit Claude Bartolone. Il y a bien sûr un très grand nombre de ressortissants tunisiens qui ont été tués par le gouvernement Ben Ali
il y a aussi au moins un ressortissant français. Français qui a été tué hier. Qui a été tué, absolument. professeur d'université, professeur d'informatique à l'université de Compiègne, double national, franco-tunisien. Lorsqu'on commence à toucher à nos ressortissants, moi je m'attends quand même à ce que les responsables politiques de droite et de gauche lèvent peut-être un petit peu la voix également. Qu'est-ce que vous feriez, j'ai envie de dire, Claude Barthelone, si le Parti socialiste était au gouvernement aujourd'hui ? Je pense que c'est une situation très complexe et il faut savoir mesurer ses mots sur la situation que connaît la Tunisie actuellement. On voit bien, le président Ben Ali avait réussi à présenter au peuple tunisien un compromis, une marche plus lente que les pays occidentaux en direction de la liberté, mais en échange, l'éducation assurée pour les garçons et pour les filles et l'association du peuple tunisien à un développement économique. Aujourd'hui, cette crise met plus en valeur le fait de tous les dérapages qu'a pu connaître une partie de l'entourage de Ben Ali, notamment en termes de corruption. Et surtout, j'ai l'impression que le peuple tunisien qui se rend compte que les difficultés économiques auxquelles il est confronté lui donnent pas du tout de possibilité d'envisager l'avenir, eh bien, cette situation est aggravée par le fait qu'ils se rendent bien compte que Ben Ali ne se succédera pas à lui-même et que déjà, ils essayent de savoir quelle sera la marche de la Tunisie dans les années qui viennent. François Hesbourg. Oui, un des facteurs compliquants et inquiétants de ce qui se passe en Tunisie, c'est que cette immense révolte, car c'est une immense révolte, n'a pas pour l'instant de consistance politique au moins apparente. On a l'impression, pour utiliser un mot qu'on entend plus souvent en Algérie qu'en Tunisie, mais qui je crois s'applique assez bien aux événements tunisiens, en fait c'est la haugra. C'est la colère, c'est le rejet qui s'exprime, mais sans débouché politique. Ça ne simplifie pas les choses. Quant à la marche vers la liberté, dans le cas de Ben Ali, à ma connaissance, la marche vers la liberté qui a commencé en 1987, on est exactement au même point où elle en était en 1987 lorsqu'il est arrivé au pouvoir. La Tunisie était et est demeurée un commissariat avec vue sur mer, pour utiliser une expression d'un de nos anciens ambassadeurs à Tunis, et la combinaison de la crise économique, de la crise sociale, de la corruption, de la famille du président Ben Ali, plus la privation des libertés élémentaires. La presse tunisienne est infiniment moins libre que la presse algérienne, je dis bien. Je crois que ça explique effectivement la haugra et qu'on ne parle pas de marche vers la liberté dans le cas du gouvernement de Ben Ali. La conclusion très rapidement, Claude Barthelone. Nous sommes devant une situation difficile. Pourquoi? Parce qu'à la fois, nous sommes devant une crise de régime, c'est évident, mais une crise de régime qui n'a pas d'alternative politique actuellement. Et c'est pour cela qu'il faut que l'on fasse attention aux mots employés, notamment par les responsables politiques français, parce que l'on sait ce que ça peut représenter comme difficulté pour un ancien pays colonial d'intervenir sans donner l'impression, que ce soit pour l'Algérie, la Tunisie ou le Maroc, de faire la leçon. Et du coup, il faut que l'on soit très ferme sur la condamnation. Je le dis, ces morts ne peuvent pas être acceptées. Rien ne justifie qu'on tire sur le peuple tunisien. Mais pour autant, on sait que la situation est difficile parce que, qu'on le veuille ou non, dans un premier temps, c'est au président Ben Ali d'essayer de trouver les conditions pour rétablir les fils du dialogue. Merci beaucoup, Claude Barthelone, d'avoir été en direct avec nous. Merci, François Hesbourg, d'être venu sur le plateau de BFM TV. Le journal